projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Rencontre avec Alexandra Palt, la directrice générale de la Fondation L'Oréal, veut faire réussir les femmes scientifiques africaines. Et elle y parvient grâce au programme L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science qui a soutenu, à travers des dotations, 15 doctorantes et 5 post-doctorantes de l'Afrique subsaharienne en 2020. C'est notre invité du jour. La recherche africaine en général, en Afrique subsaharienne, est malheureusement très sous-investie en budget, en attention portée à la recherche scientifique. Juste 2,4% de chercheurs dans le monde sont des Africains. Sensibiliser les jeunes à l'impact négatif des conflits et des guerres en organisant des réunions d'échange et des plateformes de discussion. C'est la mission de Fon Diodone, un handicapé camerounais. My worst memory is when people who are close to me, friends and relatives, were pulled out of their house and shot and killed. Those are very horrible moments in my life. Enfin, direction le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, où les femmes s'activent pour participer à la vie économique du pays à travers l'artisanat. J'ai fait ma première sortie internationale pour venir au CIAO et c'est ici que mon talent a été révélé. Et j'ai compris que je ne devais plus jouer à ça, j'ai oublié d'aller travailler dans un bureau et c'est de mon artisanat que je vis. Au Cameroun, la question de l'égalité pour les droits sociaux, économiques et politiques entre anglophones et francophones s'est mutée en une crise grave, entraînant son lot de drames humains et de déplacements de population. Imaginez maintenant le défi que vous devriez relever si vous aviez perdu des êtres chers, votre maison et votre entreprise pendant cette crise et que vous deviez vivre avec une jambe amputée à la suite d'un accident de voiture. Notre série Voix pour la paix, inspirée de l'initiative Faire taire les armes de l'Union africaine, nous emmène aujourd'hui près de Yaoundé pour rencontrer Fon Diodone, devenu star du handicap football. Il profite de sa notoriété pour sensibiliser les jeunes à l'impact négatif des conflits et des guerres en organisant des réunions d'échange et des plateformes de discussion. My worst memory is when people who are close to me, friends and relatives, were pulled out of their house and shot and killed. Those are very horrible moments in my life. My also worst moment was when I was living in a single room with my daughter and my wife who was heavily pregnant, and we barely could not have anything to eat. My best moments are, when I appear onto platforms, even international platforms, as a hero, as somebody who the world looks onto to listen to my story. I was forced to run away from my house. I lost my business. I lost everything that I was doing. I lost my comfort. I lost my peace. I lost hope several times. There are moments I used to sit and I imagined that it was better I would have been dead. There are moments I used to imagine that I wish I were not born. And basically I was begging to survive, to feed my family. I have to depend on friends. I have to depend on strangers, before I could be able to feed my family. It was because of my displacement and because of the conflict that I began to discover a lot of things. I meet so many other people who were displaced, friends who were displaced, and now my whole story has changed. Everything that I used to think about, I've now moved to another level. The conflict has made me think out of the box. The conflict has removed me from my comfort zone. So the conflict has really shaped my career, and now I'm a civil society actor. I'm an advocate for peace. I'm an amputee football player. Before I was not playing football, so. But the general situation of violence, burning of houses, burning of cars, blocking of roads, and all the things
have greatly subsided because of the voices that were put out there. My peers now understand that mediation, dialogue, negotiation, and a come together of people can give lasting solution to conflicts. So the situation has greatly changed, because we are seeing people now coming together to pray, people coming together to say no to violence. We've created a lot of platforms where young people can share their voices online and offline. I was to travel to Qatar on a program on peace building, but it was halted. I was to travel to Sierra Leone, but it was halted due to COVID-19. I was to travel to US, but it was halted due to COVID-19. And a lot of my friends that I used to bring together and we do sport together, we could not do sport again. It brought a lot of depression and trauma and stigmatization. It increased the degree of pain in us, adding to the conflict again, adding the conflict zone again of Northwest and Southwest. I expect the participants to know what it means to build an inclusive society. I expect the participants to know what it means to live with a disability, to live with an impairment. So in this aspect, it will help the participants to fit in the society and look everybody as equal. In a few years from now, I'm seeing a situation where youth will be able to take positions of leadership. Africa has the highest population, a youthful population, and Cameroon in particular has about 75% of youth. So we are seeing youth in future taking roles as leaders. We are seeing a situation where young people will take the road to peace and not the road to violence, because they have discovered that violence is not a solution to our problems. Et la semaine prochaine, nous nous tournerons vers les efforts de la diaspora pour renforcer la paix en Centrafrique à travers des initiatives d'éducation et de formation. Mais pour le moment, revenons à notre invitée qui, comme je vous le disais en titre, n'est pas une adepte de l'immobilisme dans l'avancée de la cause des femmes, loin de là, puisqu'elle œuvre au sein de la Fondation L'Oréal qui permet aux jeunes femmes scientifiques d'accéder à des dotations. Objectif, les faire progresser dans leur recherche et leur carrière. Elle a expliqué à Laurence Toustras et à Thierry Schiller quelles solutions elle entrevoyait pour les jeunes scientifiques africaines. Alexandra Palt, bonjour. Vous êtes la directrice générale de la Fondation L'Oréal et vous dirigez le programme L'Oréal UNESCO for Women in Science. Que fait ce programme? Bonjour. Donc le programme L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science récompense depuis plus de 20 ans des femmes scientifiques d'exception. Partant d'un constat il y a 20 ans que les femmes scientifiques ne sont pas visibles, que ces femmes sont invisibilisées, on a souhaité les rendre visibles et donc tous les ans il y a 5 femmes, les grandes lauréates de 5 continents qui reçoivent donc un grand prix et en même temps sont rendues très visibles au travers d'une campagne de communication. Au fil des années, on s'est rendu compte que ça ne suffit pas et on a donc ajouté dans beaucoup de pays et beaucoup de régions de prix Jeunes Talents pour des femmes scientifiques plus jeunes, doctorantes ou post-doctorantes, pour les encourager de poursuivre leur carrière dans le milieu de la recherche scientifique. Plus de 100 lauréates et plus de 3000 scientifiques récompensés par des bourses de recherche dans 117 pays. Comment les Africaines s'en sortent-elles ? La recherche africaine en général, en Afrique subsaharienne, est malheureusement très sous-investie en budget, en attention portée à la recherche scientifique. Juste 2,4% de chercheurs dans le monde sont des Africains. Parmi ces 2,4%, il y a 30% de femmes. Comme partout, c'est la moyenne à peu près partout dans le monde. Donc, il n'y a pas en pourcentage moins de femmes. Le problème, c'est qu'on part déjà d'un très faible nombre de chercheurs en Afrique subsaharienne comparé au reste du monde. Donc, juste 2,4%, ce qui est extrêmement faible et ne va pas suffire pour répondre aux enjeux du continent. Alors, il y a l'exemple, bien sûr, très positif de l'Afrique du Sud. Et derrière, il y a ce que vous avez appelé un endroit où on sent plus particulièrement que l'absence de femmes dans le domaine scientifique est encore plus inquiétant. Et c'est certainement l'Afrique subsaharienne dont vous parliez.
Quel remède est-ce que votre fondation voit-elle à cette situation? Est-ce que vous avez des outils concrets à proposer? Il faut encourager les femmes de s'engager dans des carrières scientifiques et donc c'est à ça qu'on s'attaque donc depuis plus de 20 ans partout dans le monde et aussi en Afrique subsaharienne en encourageant les femmes à poursuivre des carrières de recherche scientifique. Donc actuellement, on a un programme donc, de bourse, on appelle ça le prix Jeunes Talents à Afrique subsaharienne, où il y a 20 jeunes femmes qui sont sélectionnées parmi plusieurs centaines de candidatures. Ces 20 jeunes femmes reçoivent donc un prix, une dot qui est un prix doté de 15 000 € pour le postdoctorant et de 10 000 pour le doctorant. Donc c'est aussi une somme qui leur permet donc de poursuivre leurs travaux. Et en complément, on fait également des formations à des compétences pour obtenir des compétences complémentaires à leurs compétences scientifiques en management, en communication, sur le leadership, etc. Parce que tout ça va aider donc à poursuivre une carrière. Donc nous pensons que notre programme intervient à un moment qui est extrêmement important, quand il y a la décision donc de poursuivre des recherches doctorales ou postdoctorales. C'est un moment important pour encourager les femmes de rester, bien sûr, dans les carrières scientifiques. Mais il faut également des actions pour soutenir les plus jeunes filles à s'intéresser aux sciences et aller dans ce sens. Et d'autre part, il faut des politiques publiques qui soutiennent la recherche en Afrique. Donc, toutes ces mesures ensemble, pas tous menées par nous, par la Fondation, mais en coopération avec d'autres. Et j'espère, avec un nouveau investissement dans la recherche en Afrique, va donc conduire à une recherche plus représentative. Cela dit, en Afrique subsaharienne, l'obstacle à l'éducation semble commencer très tôt, dès le primaire. Il est souvent financier. Votre fondation a-t-elle imaginé intervenir beaucoup plus tôt dans le processus de formation des filles en Afrique ? La Fondation L'Oréal n'est pas engagée dans cette première étape de susciter de l'intérêt pour les sciences. Comme vous avez raison, ça commence très tôt et ça va après. Il y a différents moments où, au cours de la scolarité, on est découragé à s'intéresser aux sciences quand on est une fille. Donc, c'est absolument nécessaire. Donc, nous soutenons des associations dans plusieurs pays qui font exactement ça. Donc, encourager, intéresser les jeunes filles, les empowered, donc leur donner le moyen intellectuel, psychologique pour aller vers des études donc de longue durée scientifiques. Et vous avez raison, c'est un des champs d'action qui est extrêmement important pour, in fine, retrouver plus de femmes au niveau de la recherche scientifique. Malheureusement, on ne peut jamais tout faire, donc on a besoin de tous les acteurs et donc aussi de beaucoup d'initiatives associatives qui existent d'ailleurs. On a rencontré des acteurs très très intéressants partout en Afrique, de femmes scientifiques ou d'autres acteurs qui aident les jeunes filles ou les filles à s'intéresser aux sciences. Je pense à Rose Mutissou au Kenya, avec qui on a beaucoup travaillé, et d'autres qui donc travaillent sur ce champ-là. Pour les jeunes scientifiques qui réussissent à entrer dans un cursus universitaire, il y a un autre péril, c'est le harcèlement. Votre fondation a identifié de sérieux problèmes dans ce domaine. Tout à fait. On a identifié des problèmes de harcèlement comme un obstacle majeur dans la carrière des jeunes scientifiques partout dans le monde. En Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, partout, les femmes nous parlent de harcèlement et de sexisme au quotidien. Donc, c'est quelque chose qu'au cours de la dernière année, en 2019, les femmes nous ont dit, au cours de la dernière année, ils étaient 47% à avoir été d'une manière ou d'une autre exposés, témoins de harcèlement. Bien sûr, c'est aussi vrai en Afrique, où donc le harcèlement sexuel et sexiste est un des obstacles majeurs pour les jeunes femmes à entrer ou à poursuivre une carrière scientifique. Qu'est-ce que votre fondation peut faire dans ce domaine ? Pour nous, nous utilisons bien sûr notre capacité d'une part de faire des études grâce à notre réseau de scientifiques. Et n'oublions pas que nous, c'est le meilleur scientifique du monde qu'on interroge parmi nos alumni parce qu'elles ont toutes eu des prix de reconnaissance, etc.
Donc, ces scientifiques, normalement, sont dans une situation privilégiée, mais elles aussi, donc, parlent à 47% de harcèlement. Un autre obstacle est bien sûr la réconciliation de la vie professionnelle et vie personnelle. Et donc, nous, on peut alerter. On a donc, par notre capacité à attirer de l'attention, à parler, à permettre une prise de conscience par rapport à ces enjeux-là, parce que malheureusement, dans le domaine scientifique et dans le milieu scientifique, c'est encore un grand tabou, parce qu'on pense que le scientifique, c'est des gens des hommes et des femmes très éduqués, et que l'éducation permettrait d'éradiquer le harcèlement. Malheureusement, ce n'est pas le cas, et donc il faut alerter, et c'est aussi notre rôle pour faciliter la carrière de femmes scientifiques, de permettre une prise de conscience par rapport à ce sujet. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Même si l'éducation des filles progresse sur le continent, peu de femmes ont encore accès à une éducation de haut niveau. Pourtant, la femme occupe une grande place au sein des sociétés africaines. Apparaissant souvent comme l'une des premières victimes des effets de la mondialisation, l'Afrique au féminin s'organise désormais à travers l'artisanat et tente de sortir du rôle traditionnel de femme et de mère qui lui colle un peu trop souvent à la peau. Nous avons été au Burkina Faso à la rencontre de ces actrices du développement économique du pays. Au Burkina, la pauvreté c'est féminin, c'est au niveau des femmes. Donc si les femmes ne s'unissent pas, on ne peut pas céder. Au Burkina Faso, le pays organisateur du salon de l'artisanat, les femmes n'ont pas attendu l'aide du gouvernement pour s'organiser. Ainsi, le GAFRE, groupe d'action des femmes pour la relance économique du Houé, compte plus de 7000 femmes membres et près de 120 associations. Elles sont présentes ici avec un stand de recyclage de sachets en plastique. Nous avons créé cette association pour aider nos sœurs qui peuvent faire le développement, s'aider pour pouvoir faire quelque chose, avoir leurs revenus. Et c'est en la suite de ça, de cette organisation, que nous avons créé ce centre de recyclage des sachets plastiques. Voilà, l'organisation, donc notre association, notre collectif, beaucoup de femmes, c'est l'artisanal. Christiane Bouba travaille au village artisanal à Ouagadougou. Elle a été formée ici au tissage du sac plastique. Ce métier est une réelle chance pour cette jeune femme. Je fais ça et en même temps, c'est avec ça que je me débrouille pour pouvoir faire mes cours. Je fais les cours du soir, je quitte ici à 18 h, je continue à l'école. C'est avec l'argent de ça que je paye mon école. C'est avec ça aussi que je m'habille, j'arrive à m'habiller, à me payer des petits trucs des filles, quoi. C'est avec ça que je me débrouille aussi. La récupération, Madame Diaby Ouattara Massiani en a fait une affaire qui marche. Son produit, c'est la toile de jute recyclée et colorée. Un produit original qu'elle a présenté pour la première fois au SIAO. J'ai fait ma première sortie internationale pour venir au SIAO et c'est ici que mon talent a été révélé. Et j'ai compris que je ne devais plus jouer à ça, j'ai oublié d'aller travailler dans un bureau et c'est de mon artisanat que je vis. Et à la suite de ça, j'ai eu un prix de l'UNESCO, le label d'excellence UNESCO pour l'artisanat en Afrique de l'Ouest. J'ai été lauréate de la Côte d'Ivoire. Nous étions 7 lauréats de l'Afrique. Une réussite personnelle qui ne permet toutefois pas de fermer les yeux sur les difficultés rencontrées par d'autres artisanes. L'association de femmes Papier du Sahel, Papier Recyclé, n'a pas eu les moyens de prendre un stand au SIAO. Elles ont décidé de rester au village artisanal où elles payent un loyer de 40 000 francs CFA par mois. Pour aller au SIAO aussi, il n'y a pas l'argent aussi pour aller là-bas. Donc nous sommes ici. Pour avoir l'argent pour payer le loyer aussi, c'est difficile. Avoir l'argent aussi, à la maison manger, en tout cas, c'est difficile. On peut plus, nous, on peut pas, même depuis ce matin que nous étions là, on n'a rien vendu, même 5 francs. Hier aussi, c'était comme ça. C'est avant-hier que nous, on a vendu 4 500. Le stand de recyclage de sachets plastiques a eu le prix de la meilleure présentation et aussi celui de la formation. Un encouragement qui est nécessaire, mais pas suffisant. Pour Christiane Lamizana, les femmes ont besoin d'être soutenues dans leur activité. L'artisanat, c'est les femmes. Si vous voyez dans le CAO, vous allez voir que la plupart, tous les artisans sont nombreux, ce sont les femmes. Et ce sont des femmes dévouées, ce sont des femmes courageuses, vraiment, qui méritent vraiment qu'on les soutienne. On les soutienne. C'est comme j'ai commencé au début, je disais que la pauvreté, c'est féminine. Toutes ces femmes font de l'artisanat, c'est à cause de pouvoir aider leur famille pour pouvoir dans la pauvreté.
Le Burkina Faso mène une stratégie globale de promotion de l'artisanat depuis plus de 10 ans. Mais la prise de conscience du rôle majeur des femmes dans le secteur, qui représente plus de 50% des emplois, est récente. La Fédération des artisans du pays vient de lancer des aides spécifiques. Il y a eu la mise en place du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, FARF. Quelles sont celles qui peuvent y accéder? Ce sont les femmes qui exercent soit dans l'artisanat, soit au niveau des PME, soit au niveau du commerce, qui sont organisées soit en association, soit individuelles. Mais selon le mode d'accès, l'enveloppe varie. Qu'il s'agisse de la création, de la production de tissus, de bijoux ou encore de la commercialisation, les femmes ont démontré qu'elles sont présentes dans toutes les étapes de la filière. Reste maintenant à leur offrir des formations et des appuis financiers qui leur permettront d'exploiter au mieux leurs talents et leurs capacités de travail. Nous retrouvons maintenant Alexandra Palt pour la suite et la fin de notre entretien de la semaine. Elle nous livre sa conviction que la réussite d'une multinationale comme L'Oréal dans la progression de l'économie circulaire peut aussi avoir un impact positif en Afrique. Regardez. Alexandra Palt, vous vivez à Paris, mais vous êtes autrichienne et vous avez fait partie d'une génération très sensibilisée à l'Holocauste. Cela a été déterminant dans votre choix de travailler dans un cabinet d'avocats, de vous spécialiser dans les droits de l'homme? Je pense que c'était déterminant, certainement, parce que donc la choix, c'était la déshumanisation totale de l'autre. Et donc, c'était un crime sans précédent dans lequel mon pays était impliqué. Aujourd'hui, il y a encore d'autres situations et d'autres contextes où on déshumanise, on rend invisible l'autre. Et donc, ça m'a conduit ensuite à m'intéresser aux droits des femmes et bien sûr aux droits des minorités. Et c'est ces thématiques qui ont donc fortement dominé ma carrière. D'Amnesty International à la haute autorité de lutte contre les discriminations et les inégalités, vous passez chez L'Oréal. C'était difficile cette transition vers une multinationale comme L'Oréal? Donc c'est vrai que j'avais fait une carrière, beaucoup d'expériences professionnelles dans le secteur associatif, après auprès des autorités publiques, et on pourrait croire que le changement vers une entreprise serait une forme de révolution. En fait, pour moi, c'était une continuité, parce que L'Oréal m'a permis de vivre mon engagement, de l'exprimer. Au contraire, j'étais recrutée aussi pour mon côté un peu activiste, militante, qui veut changer les choses, parce que c'est exactement ce que L'Oréal et la Fondation voulaient faire. Et donc, pour moi, c'était une grande continuité avec mes engagements d'avant. Donc, je pense, aussi par le moyen que L'Oréal met à disposition de ces questions-là, apporter une contribution positive. Compte tenu de votre parcours, que pensez-vous quand vous regardez l'Afrique aujourd'hui? Est-ce que vous la voyez comme une terre souvent menacée, toujours menacée de génocides locaux, ou un continent d'expansion économique? Moi, je dirais, je vois l'Afrique avec des yeux émerveillés par rapport à la diversité des situations, à la diversité de solutions, d'initiatives, d'innovations. Donc, j'ai la chance de beaucoup voyager en Afrique et c'est vrai que je suis passionnée et fascinée par l'énergie. Donc, je ne vois jamais l'Afrique comme une seule chose. C'est un continent immense avec de nombreux pays, avec des situations diverses et variées. Et je me refuse à donner une seule image, ou d'adhérer à une seule image, parce que les images de l'Afrique sont tellement multiples qu'on n'aura jamais le temps de toutes les citer. Et les opportunités, l'avenir me semble très ouvert. En 2013, L'Oréal a pris une première série d'engagements pour le développement durable, les objectifs qui sont pratiquement atteints et même certains dépassés aujourd'hui. Au même moment, dans plusieurs pays d'Afrique, on continue de vivre au milieu de décharges de plastique. Que peut faire L'Oréal pour encourager à suivre son exemple dans le reste du monde?
Mais je pense que nous, vous avez raison, on a pris une première série d'engagements en 2013 qu'on a atteint ou dépassé, mais on ne va pas s'arrêter là parce que c'est une transformation complète de notre modèle économique. Donc, par exemple, ce que nous faisons sur les questions de plastique, c'est d'une part réduire la consommation de plastique. Tout le plastique qu'on utilise sera en 2030 issu de sources recyclées. Et troisièmement, on essaie de répondre par l'innovation et on propose donc des innovations qui ne contiennent plus de plastique du tout, comme des shampoings solides ou des tubes en carton, etc. Mais on investit aussi, en dehors de notre modèle, de notre business, on investit dans un fonds d'impact investing pour soutenir l'économie circulaire et pour trouver des solutions au recyclage, à l'économie circulaire de management, de gestion de déchets, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Après, je pense qu'il y a plus beaucoup d'entreprises qui s'engagent aujourd'hui dans ce sens-là, mais il va aussi falloir créer partout de centres de tri, de centres de gestion de déchets. Donc le pouvoir public et politique a un rôle à jouer, le consommateur a un rôle à jouer en triant et les entreprises ont aussi un rôle à jouer dans l'innovation et dans la réduction. Donc cet effort doit être collectif pour apporter le changement dont nous avons besoin. Et vous avez vu des progrès en Afrique récemment à cet égard? On voit partout, on voit en Afrique beaucoup d'entrepreneurs sociaux qui proposent des méthodes de gestion de déchets, de tri, de recyclage. Donc l'initiative est multiple. Là où il faut encore faire des progrès, c'est sur l'échelle à laquelle ces initiatives peuvent après être exécutées pour avoir un impact plus large et plus grand. Alexandra Palt, merci. Merci à vous. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview d'Alexandra Palt et nos émissions sur notre site internet africaonair.com. Et bien sûr, vous pouvez également retrouver toutes nos émissions sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.